Si l'Espagne a la Real Sociedad, Las Palmas, si l'Italie a Bologne, Frosinone, si l'Allemagne a Stuttgart, le Bayer Leverkusen, et l'Angleterre a Tottenham et Aston Villa, eh bien en France, on a le Stade Brestois. Une belle histoire que quasi aucun média français ne souhaite couvrir puisque Brest ne fait pas vendre, mais en tant que créateur de contenu du peuple, je me devais d'en parler. Cette saison, le Stade Brestois, c'est 8 victoires et 4 nuls en 16 matchs. C'est un début de championnat affolant contre Lens, Reims, Rennes, Marseille et Lyon, qui leur permettra de toucher la première place du championnat. C'est des malédictions battues comme à la Beaujoire en battant le FC Nantes et les supporters habitués au bas du tableau qui savourent chaque moment et chaque match de leur équipe. Si pour les gros, le passage à 18 clubs en Ligue 1 signifiait moins de matchs, pour les moins gros, cela signifiait un danger plus grand de se retrouver en Ligue 2. Les Finistériens ou les Bretons, désolé, je suis pas calé dans ce domaine, et si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Bref, les Brestois ont eux aussi réussi à déjouer tous les pronostics, puisque eux qui étaient favoris pour se retrouver en dessous de la 15e place, sont aujourd'hui dans le haut du classement. Juste derrière les Lillois. Une spirale positive que personne n'avait vu venir, et qui n'est au final le résultat que d'un contexte et d'une multitude de bons choix. Si Brest était favori pour la descente, ce n'est pas pour rien. L'an dernier, le club avait connu une mauvaise passe sous Der Zakarian, ses méthodes et son discours en interne n'étaient pas appréciés, la claque 7-0 infligée par Montpellier continuait de résonner dans les têtes et dans les résultats qui a mené à un départ après 10 journées du coach. Bruno Grougui s'est occupé de sauver les meubles pendant son long intérim avant qu'Éric Roy, coach qui avait totalement disparu des radars depuis le début des années 2010, ne soit choisi. Roy n'était pas dans les premiers choix de coach et si beaucoup critiqueront son arrivée ou certaines de ses sorties médiatiques, eh bien c'est lui qui est en grande partie responsable du sauvetage l'an dernier. Il est arrivé seul, sans staff, il a permis à de nombreux joueurs de relever la tête, il a laissé beaucoup de contrôle au staff déjà présent et cette méthode très douce a payé. En grattant pas mal de points, notamment grâce à des matchs nuls et des victoires contre l'OM par exemple, il sauvera le club d'une descente qui paraissait inévitable après 10 journées, ce qui lui vaudra de passer de pompier de service en entraîneur jusqu'en 2025. Brest commence la préparation de cette nouvelle saison avec énormément de mauvaises nouvelles. Ton meilleur joueur qui n'est pas parti l'été dernier va finalement rejoindre l'Allemagne pour 8 millions, ton capitaine et milieu de terrain titulaire souhaitent découvrir de nouveaux horizons, et 7 autres départs, que ce soit libre, en prêt ou pour des sommes dérisoires, vide d'un effectif déjà très limité. Le budget pour renforcer l'effectif ne dépasse pas les 5 millions, et tu dois faire très attention puisque ta masse salariale pourrait devenir un problème. C'est dans cette configuration que Grégory Lorenzi, le directeur sportif, évolue depuis des années. Lui qui est en place depuis 2016 sait gérer ce genre de contexte, il comprend parfaitement que son club doit valoriser et vendre les joueurs à poste formés, puisque le centre de formation ne répond pas vraiment aux attentes. Il comprend l'importance d'encadrer cette jeunesse avec des profils d'expérience, et c'est ce mélange qui a permis l'éclosion de quelques talents de renom dans notre ligue. Romain Fèvre, Romain Perrault, Franck Honora, Ivan Cardona, Ibrahima Diallo et quelques autres ont su profiter de l'environnement brestois pour lancer leur carrière en Ligue 1. Et cette stratégie est vitale pour un club qui a un budget aussi resserré. Cet été, il a donc fallu être intelligent puisque la quasi-totalité du budget est partie dans la levée des options d'achat de Madi Camara et Bradley Loco. Ce sont des joueurs en prêt et des sans contrat qui ont complété les besoins de l'effectif. 7 joueurs ont donc débarqué dans le Finistère. Comme d'habitude, on retrouve des paris sur la jeunesse avec Kamori Doumbia et l'expérience avec Jonas Martin. Un mercato plutôt intéressant vu les contraintes et qui a créé beaucoup d'inquiétudes puisque finalement, est-ce que l'effectif s'est vraiment amélioré? Une question compliquée. Et si on pourrait débattre sur les qualités de chacun, sur le terrain, les résultats prouvent que cette équipe est meilleure. Alors comment Éric Roy a fait pour réussir un tel exploit? Selon moi, il y a 3 facteurs à prendre en compte pour comprendre comment Brest a réussi sa saison. Déjà, la maximisation du potentiel par le coach. Si on regarde ce qui se passe sur le terrain, Éric Roy ne fait rien de révolutionnaire. Son jeu est simple, il exploite au maximum les capacités de ses meilleurs joueurs. En profitant de la domination aérienne de Mounier et Le Dohéron, en cherchant au maximum à remporter les seconds ballons dans les duels menés par un Les Melou impérial, en créant du danger en laissant le ballon à des joueurs comme Del Castillo, Lala ou Loco, qui peuvent gagner des mètres et multiplier les centres pour les 2 tours en attaque, Brest a mis en place un jeu direct qui déstabilise ses adversaires, et même les plus coriaces. Ajoutez à ça un Biseau au cash qui t'offre une plateforme intéressante, perso je pense qu'il est un peu sous-coté, et ses arrêts qui te permettent de souffler quand la défense se fait prendre. T'obtiens une équipe bien Ligue 1, bien prête à te faire mal à chaque petite erreur que tu feras, et où les gros se feront casser la gueule. À chaque ligne tu retrouves un joueur qui domine, un joueur phare qui profite du contexte brestois pour sortir du lot. Bradley Loco est en train d'exploser sur son côté gauche, dans les duels il sait s'imposer pour sortir vainqueur, et balle au pied, il a gagné en confiance, au point qu'il n'hésite même plus à rentrer dans l'axe pour dribbler. Les Melou étale sa panoplie au milieu, positionné en 6, il est un chien de garde que tu détestes quand tu supportes l'équipe d'en face, et qui a une certaine touche technique et une frappe qui fait mal aux adversaires. Le Doiron et Mounier occupent les défenses, dominent physiquement leur vis-à-vis, mais ne sont pas des machines à but. Ils permettent au bloc de remonter, leur jeu de tête et déviation
est central puisque Brest est l'équipe qui joue le plus de longs ballons, le plus de centres et le plus de corners. Dans la surface, malgré leur manque de réussite, il reste des attaquants dangereux et on l'a vu face à Nantes récemment. Hugo Magnetti remplace parfaitement Belkebla, que ce soit dans le poste ou dans le rôle de capitaine. Et finalement, parlons du leader offensif de cette équipe, Romain Del Castillo. Dans une équipe qui produit du jeu long, direct et qui doit alimenter ses attaquants en centre, il est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du championnat. Il est celui qui fait les différences balles au pied, celui qui te fait lever de ton siège pour ses gestes techniques et qui explique pourquoi une équipe comme Brest n'est pas unidimensionnelle. Et j'ai bien dit l'un, pas le, soyons clairs. Son éclosion aura pris du temps, mais comme le disent les sages de ce sport, il n'y a pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes. Et celui qui entoure Brest lui permet de développer les 100% de ses capacités. Brest, c'est donc une équipe qui maximise un collectif qui joue ensemble depuis 2-3 ans. C'est un groupe très restreint qui a compris que la saison allait être compliquée et qui profite que les efforts soient récompensés par des résultats mérités. C'est un groupe de joueurs bien construits, l'un des plus vieux de la ligue et qui a comme un air d'anti-héros. La plupart étaient des seconds couteaux dans leur ancien club. Peu on cru en eux, Lesmelou, Mounier et Lala sortent d'expériences ratées à l'étranger et aujourd'hui ils peuvent commencer à espérer, à croire qu'au bout de cette saison se cache quelque chose que jamais ils ne pensaient connaître avec Brest. Mais attention à ne pas se relâcher. Le groupe restreint est une force. Chaque joueur se retrouve concerné, les remplaçants savent qu'ils joueront forcément un moment, mais c'est aussi une faiblesse si les blessures interviennent. Une équipe qui maximise les individualités au profit du collectif, un groupe de joueurs talentueux construit intelligemment sur la durée et surtout dans un contexte quasiment idéal pour réussir un braquage en Ligue 1. Si j'ai parlé de clubs étrangers dans l'intro de cette vidéo, ce n'était pas pour manquer de respect à Brest. Au contraire même, leur place au classement leur permet de se hisser à leur niveau. Mais si j'ai bien mis du crédit sur les forces de Brest, il faut aussi évoquer la faiblesse du championnat. Cette année, alors que les droits TV sont en pleine négociation, que nos équipes réussissent un perfect en se qualifiant toutes pour la suite des compétitions européennes, en championnat, c'est absolument catastrophique. Marseille, Lyon, Lens, Rennes, absolument tous les gros nous ont fait l'une des pires premières parties de championnat qu'on ait jamais vues, et ceux qui sont cités n'ont toujours pas réussi à remettre totalement la tête à l'endroit. Ce qui fait que la Ligue 1 est absolument horrible cette saison. Si en Angleterre tout le monde peut gagner contre tout le monde, en France tout le monde peut perdre contre tout le monde. Le niveau technique, tactique ou bien même le spectacle offert est très souvent affligeant et dans ce contexte où les top équipes du championnat n'arrivent même pas à performer 70 minutes, et bien Brest et ses joueurs qui respectent leur rang, qui se montrent à leur niveau, sont 5e. Brest a respecté la Ligue 1, ils ont respecté le football et leur récompense est venue rapidement. En profitant des faiblesses des gros, en imposant leur jeu et en s'adaptant un peu à chaque adversaire, ils ont réussi à grimper au classement et c'est totalement mérité. Les dirigeants n'ont pas tenté un changement de philosophie absolument débile alors qu'ils jouent un match de qualification en Ligue des Champions dans un mois. Ils ne sont pas allés chercher Paul Akokou pour faire plaisir à un golfeur viré le lendemain. Ils n'ont pas de dette liée à des magouilles d'un ancien propriétaire connu pour couler ses clubs. Non, Brest a simplement respecté ses idées, ses principes, et aujourd'hui le rêve est permis. Chaque club a vendu ses meilleurs joueurs, ses meilleures valeurs marchandes, ou ses jeunes joueurs pour survivre. C'est le modèle économique de la quasi-totalité du championnat, et si beaucoup se sont cassés la gueule cet été, Grégory Lorenzi et son équipe ont réussi une petite masterclass qui mérite d'être saluée. Cette première partie de saison va permettre beaucoup de choses. Déjà, je pense que ça a joué sur les collectivités locales qui ont enfin accepté les plans pour un nouveau stade. Financé en partie par la région et un partenariat avec le Crédit Mutuel, ce nouveau stade permettra à Brest de ne plus jouer dans un stade non homologué. Il sera bénéfique sur bien des plans et on peut espérer que les futures plus-values sur des joueurs comme Bradley Loco ou Le Doiron pourront aider le club à créer une stratégie plus sur le long terme. Les réussites de la stratégie actuelle sont nombreuses. On peut souligner l'excellent travail pour dénicher les talents, les coûts mercato, mais il faudra accompagner ces stratégies avec une amélioration sur d'autres points, que ce soit le marketing ou le centre de formation. Pour l'instant, Brest vit une idylle qui pourrait avoir beaucoup de retombées positives, mais attention à ne pas relâcher les efforts, pensant qu'un classement à la 16e journée sera le même qu'après 18 autres matchs. En attendant de voir si cette saison sera différente de celle de 2010, profitons de voir un outsider de Ligue 1 ridiculiser les gros qui ont cru que leur statut suffisait à garder leur place. Bien qu'avec la faiblesse du championnat, en 3 victoires tu peux te retrouver à jouer la Ligue des Champions. C'est cette faiblesse qui détruit la crédibilité de chaque personne qui valorise plus le championnat français que les autres. L'Allemagne qui a été touchée par un problème de buteur l'an dernier l'a réglé en prenant le meilleur neuf du marché. L'Espagne que tout le monde pensait morte est de nouveau en train de surdominer en Europe et avec la manière en plus pour des clubs comme la Real et cerise sur le gâteau, la PL voit un retour en force de tout le monde sauf Manchester United. Un niveau tellement élevé que les promus ont eu énormément de mal à s'adapter, notamment Compagnie et Iraola. Tout ça pendant qu'en France, Le Havre et Metz sont tranquillement dans le ventre mou. Le football français va mal et personnellement je trouve ça beau qu'un club comme Brest puisse profiter pleinement des erreurs des autres pour s'imposer. La seconde partie de saison s'annonce beaucoup plus compliquée pour eux, que les gros vont tout faire pour reprendre leur place et si leur statut ne leur donne aucun privilège pour les retrouver sans encombre, on sait tous qu'ils ont un petit avantage que le Stade Brestois n'a pas. Accrocher une place dans le top 10 serait selon moi une belle réussite. Maintenant, l'important en plus de réussir cette fin de saison sera de voir comment ce succès sera géré, notamment dans la vision long terme du club. Bref,
J'ai essayé de valoriser Brest tout en expliquant bien le contexte. J'espère que les supporters brestois ont apprécié cette vidéo. Et nous on se retrouve encore demain, normalement, pour une nouvelle masterclass.